Nous sommes dimanche 7 septembre. Merci de vous savoir avec nous pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. 7e congrès ordinaire ce matin du parti CDS Rahama, convoqué par les membres du bureau politique signataires de la déclaration du 16 février 2011. Un congrès pour élire un nouveau président du parti. C'est l'événement politique du jour à voir et à comprendre dans ce journal. En Ukraine, le cessez-le-feu du vendredi dernier déjà violé, les habitants de Mariupol à nouveau sur les routes de l'exode, abandonnant maisons et en feu et perdant tout espoir. Nous serons au cœur de cette fournaise qui brûle encore. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. De la politique à l'entame de ce journal, un congrès, dis-je, ordinaire ce matin, le 7e du genre, les membres du bureau politique du CDS Rahama, signataires de la déclaration du 16 février 2011, se cherchent un président. Voyons la cérémonie d'ouverture de ce congrès ce matin même à Niamey. Abdul Razak, Idrissa et Halidou Bourema. Le CDS Rahama réunifié et fort, c'est sous ce thème que se sont ouverts les travaux de ce congrès. La force du parti était visible à travers la mobilisation de cette matinée dominicale au Palais des Congrès, mais la réunification, elle, n'était pas au rendez-vous. Sur la table de séance, en effet, et même dans la salle, aucun signe distinctif de Mahaman Ousmane et des militants du parti qui ont choisi d'être dans sa logique. Pour le cérémonial, deux interventions majeures, un message de Abdoulabo du fond de sa cellule de Saï, lu par Cheibou Maman. Camarades militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du CDS Rahama, je déroule ce message dans des conditions tout à fait singulières. Néanmoins, si j'ai tenu à m'adresser à vous, c'est bien parce que je suis de cœur avec vous dans les motions, recommandations et résolutions que vous ne manquerez pas d'adopter au cours de vos travaux. Et l'allocution d'ouverture lue par Meidaji Alambey, vice-président du parti. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'événement politique le plus important de notre parti en ces dernières années. Notre formation politique a connu de profondes divergences internes, l'ayant plongé dans un épilogue judiciaire qui a duré plus de 3 ans. Cette situation a fait que le parti s'est trouvé dans une situation de menace, de suspension, par défaut de conformité aux dispositions de la Charte nationale et de nos propres textes fondamentaux. C'est pourquoi, lors de sa réunion du 10 août 2014, le bureau politique national du CDS Rahama, ayant considéré les termes de la lettre de M. le ministre de l'Intérieur en charge de la tutelle des formations politiques, a décidé de la tenue du congrès ordinaire. Loin d'être un aboutissement, l'événement d'aujourd'hui n'en constitue pas moins une étape importante dans la marche de notre parti vers non seulement la restauration des pratiques démocratiques en son sein, mais également la lutte pour faire reconquérir la véritable place du CDS Rahama sur l'échiquier politique national. Il est attendu de ce congrès l'élection d'un nouveau président du parti. Presque toutes les délégations régionales ont annoncé soutenir la candidature de Abdoulabo. C'est exact, Abdul Razak. Le congrès suit son cours à l'heure où je vous parle et le consensus aurait été déjà fait sur Abdoulabo, a-t-on appris. Mais c'est tout conditionnel, bien entendu. Notre volet reportage, une tradition de dimanche sur la RTL et qui nous amène ce soir à Arlit pour y découvrir les 50 millions de tonnes de résidus d'uranium avec 80% de radioactivité dans la ville. Aucune mesure n'est encore prise pour les disposer en toute sécurité. Les ONG de protection de l'environnement s'indignent et sonnent l'alerte. Assoumana China.
Depuis des dizaines d'années que l'uranium est exploité au Niger, les conséquences sur l'environnement ont été complètement ignorées au profit des intérêts financiers. Aujourd'hui, la menace est là. Le ONG de protection de l'environnement parle d'une quantité énorme de résidus du traitement de l'uranium. C'est-à-dire que ce qui reste après avoir exploité l'uranium, extrait l'uranium du minerai, cette matière-là qui reste, c'est ce qu'on appelle les résidus de traitement d'uranium. Cette matière-là existe aussi bien à Cominac qu'à Somaïr. Et elle existe en très grand nombre. On peut l'estimer entre les deux sociétés Somaïr et Cominac à 50 millions de tonnes de résidus de traitement radioactifs. On dit bien des résidus radioactifs. Ces résidus-là, c'est ce qui reste après avoir enlevé l'uranium. Maintenant, dans ces résidus, dans ces 50 millions de tonnes de résidus, il y a 80% de la radioactivité contenue dans l'uranium qui reste dans ces résidus. Et ça reste au Niger. Ce n'est pas vendable, ce n'est pas stockable au stade actuel de la situation. Donc, il n'y a aucune formule qui permet de le stocker en toute sécurité. Ces 50 millions de tonnes de résidus ont une longueur de vie de plusieurs milliards d'années. Et il n'y a aucune solution pour le stocker convenablement pour que l'uranium, pour que la radioactivité qu'il contient ne s'échappe pas de l'air et contaminer les populations. C'est ça la situation des résidus de traitement d'uranium. Cette question-là, elle est laissée de côté par les exploitants miniers, notamment Areva, qui la cachent et qui ne veut pas se convaincre qu'il faut trouver une solution pour gérer ça. Le jour où ils vont finir l'exploitation de l'uranium, c'est ça qu'ils vont nous laisser comme héritage. Pour l'ONG Agri-Iman, il existe bien des solutions pour éviter les impacts négatifs de ces résidus du traitement de l'uranium sur l'environnement. Même si la solution n'existe pas de manière industrielle actuellement. Mais nous avons vu dans les autres pays européens, notamment en France, où ils ont exploité l'uranium, ils ont trouvé des solutions pour les gérer. C'est qu'ils les mettent dans l'eau pour que la radioactivité ne s'échappe pas. Maintenant, il n'est pas exclu que dans la recherche, on trouve d'autres solutions pour que la radioactivité ne s'échappe pas. Ça appartient à Areva. Mais le rôle de l'État dans cette affaire-là, c'est d'insister pour que la gestion de ces résidus-là soit prise en compte dans l'exploitation de l'uranium. Du moment où la société responsable de l'exploitation de l'uranium n'a pas songé à protéger notre environnement, il est grand temps que nos autorités prennent des solutions urgentes afin d'éviter l'irréparable, notamment à Arlit. Les images de Sadoudoumi, retour à Niamey pour une immersion dans le monde de la mécanique moto cette fois-ci. Difficile en effet de ne pas s'en apercevoir. À Niamey, les deux rues ont envahi nos rues et nos routes et le métier a pris de la valeur. Un constat signé Michel Didi. Il n'y a pas de sot métier, dit-on, même si la mécanique des deux roues n'en est pas un. C'est un métier qui requiert en effet de beaucoup de techniques, de concentration et surtout de réflexion. Des qualités qui font qu'elle constitue une discipline à part entière enseignée dans certaines écoles professionnelles. Aujourd'hui, avec le nombre croissant de motos de tout genre qu'enregistre la ville de Niamey, cette activité est devenue un rempart pour bon nombre de jeunes déscolarisés ou désœuvrés. C'est envers 1990 que j'ai laissé mes études. En commençant à faire mon boulot, j'ai commencé à avoir gagné quelques-unes de motos jusqu'à avoir 2 ou 3 motos. En tout cas, je me suis marié et puis j'ai des enfants dans mon boulot. Vraiment, je voyais que ça c'est très bien, magnifique boulot que je gagnerai dans mon mécanique. Moi, j'ai 33 ans dans cette activité. Je me suis marié dedans et grâce à elle, j'ai pu gagner ma propre maison. C'est un métier qui n'était pas bien exercé avant parce qu'il n'était pas considéré. Ce n'est qu'après que les gens se sont rendus compte de son importance.
Cette activité qui nourrit bien son homme selon ses pratiquants connaît cependant une certaine gabégie depuis un certain temps. Il y a des réparateurs, beaucoup de réparateurs qui ne savent pas réparer parce qu'ils n'ont pas duré pour l'apprentissage, pour faire l'apprentissage pendant des années et ils préfèrent faire vite pour aller ouvrir un atelier de réparation alors que ce n'est pas comme ça. C'est ce qui amène tout le problème là. Maintenant, on peut avoir beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme. Vraiment, alhamdulillah, mais le problème c'est que à peine de Vraiment, Dieu merci. Notre seul problème, c'est avec nos apprentis qui n'arrivent pas à tenir. Ils nous quittent souvent en faisant à peine un an. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir une moteur? Est-ce qu'ils vont ouvrir une moteur ferry? Donc tu vas avoir des couleurs à Rennes, c'est tout quand sont quand tu patron. Avant, l'apprenti est obligé de bien suivre son patron. Mais aujourd'hui, les jeunes ont préféré donner la priorité à l'argent. Et c'est là que se trouve tout le problème. Le boulot de mécanique là, il faut que celui qui a son propre cerveau, qui travaille avec son propre cerveau, qui savent comment ça a été la moto. Parce que la moto, même si c'est un sou qui a fait entraîner à faire le mécanique là, dès que tu lui amènerais un moto, ils savent son problème de moteur. Mais il y a des gens qui, dès qu'ils ont à faire à peu près quelques-unes de 2 ou bien 3 mois chez leur patron, quelques-unes des problèmes qu'ils ont reçus contre leur patron, ils vont dire que en tout cas je vais aller ouvrir mon propre atelier. Ça c'est pas une mécanique, tu as poussé de l'argent. À la différence du bricoleur, un bon mécanicien doit savoir diagnostiquer les pannes d'une moto et effectuer les réparations nécessaires. Des compétences qui nécessitent, comme dans les autres métiers, une maîtrise des b.a.-ba de la chose à travers un bon apprentissage capable de mériter l'estime et la confiance des clients. Omniprésente la politique dans cette actualité du jour et on y revient par conséquent. Les militants du Modem Falumana Africa du 3e arrondissement de Niamey étaient cet après-midi en assemblée générale extraordinaire à l'effet d'examiner la situation socio-politique du pays. Une déclaration a sanctionné ces conclaves et nous est lue par Moussa Jibo Alfaga dit Petit Diallo. Nous l'écoutons. Réitérons notre soutien au président de la République et au gouvernement du Niger pour leur action de développement et de bien-être des populations. 2. Réaffirmons notre attachement à l'union sacrée du parti pour un Lumana encore plus fort. 3. Réitérons notre confiance totale et entière à M. Omar Hamidou Tchana, secrétaire général du parti, et lui assurons notre soutien sans faille pour les prochaines échéances. Lançons un vibrant appel aux militantes et sympathisants de l'arrondissement communal Niamey 3 du modèle FA Lumana et de toutes les autres coordinations communales du Niger pour soutenir M. Omar Hamidou Diladen Tchana, secrétaire général du bureau politique. Demandons aux militantes et militants de se tenir prêts pour répondre à tout mot d'ordre des patriotes sincères de l'arrondissement communal Niamey 3. Exhortons la classe politique à privilégier l'esprit de dialogue, de tolérance, d'unité et de responsabilité de l'intérêt bien compris du Niger et de son peuple. 7. Implorons Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond et répande sur notre peuple le bonheur infini. Vive le modèle FA Lumana Africa, vive la mouvance pour la renaissance du Niger, que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Nous en venons au sport avec la douche froide d'hier soir. Le faux pas du MENA national, si vous préférez, à domicile. Battu 1-3 par le Cap-Vert, les poulains du sélectionneur national, Gernot Rohr, devaient se racheter pour le prochain match en vue de garder espoir pour une qualification à la CAN de football Maroc 2015. Réaction d'après-match, Gernot Rohr du MENA national et le capitaine des requins de bleu qui ont bouffé hier soir, permettez-moi l'expression, le MENA national. D'entrée, nous avons encaissé un but dès la 2e minute et ça a évidemment perturbé nos plans et perturbé les joueurs. Nous sommes tombés sur une grande équipe du Cap-Vert qui a pu jouer en contre
et nous a laissé le ballon au milieu du terrain. Et chaque fois qu'il y a eu ces contres rapides avec leurs ailiers qui vont vite, nous avons été en difficulté. Et on a vu que nos arrières latéraux ont beaucoup souffert. Au bout de 20 minutes, c'était 0-3. Et à ce moment-là, on pouvait croire à la catastrophe, voir un scénario de Brésil-Allemagne. Donc notre équipe a quand même su réagir, malgré la difficulté. Moralement, ça a été très très difficile, mais elle a su réagir pour essayer et marquer. Et pour essayer de marquer un deuxième but, il y a eu même des occasions pour marquer un deuxième but. Je pense que si le deuxième but était venu en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, on aurait pu peut-être même à ce moment-là marquer un troisième. Kofi dans quoi peut-être aurait pu avec son expérience apporter, mais il est en manque de compétition, en surpoids, donc il n'était pas tout à fait prêt pour ce match. C'est surtout sur les deux côtés que nous avons souffert. Dans l'axe, c'était à peu près correct. La Zambie a fait match nul contre le Mozambique. Je me dis qu'on a un seul point de retard sur la deuxième place qualificative. Donc tout est encore possible. Comme à l'extérieur, depuis pas mal de temps, on arrive à marquer aussi des buts. On a une possession de ballon supérieure à notre adversaire encore aujourd'hui. Seulement sur des coups de boutoir, sur des contre-attaques, nous sommes en difficulté. Et c'est là que le bas blesse. Un point de retard, je vous dis, c'est pas après un match, il en reste 5, qu'on va baisser la tête et baisser le moral. Non, au contraire. On va vite vers l'avant. C'est ça qu'on a fait. On a eu des occasions, on a marqué, on a profité. On a fait un gros match aujourd'hui. Il y a deuxième match encore à la maison. Franchement, ils ont bien joué, mais nous aussi, on a bien joué. On a gagné 3-1. Il faut continuer. Il faut continuer sur le même. Il faut jouer le même style qu'on a joué aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, on a fait un bon match. On a bien défendu, même s'il faisait trop chaud. On a bien défendu tous ensemble. On était compacts. On a fait ce qu'il fallait, quoi. On va jouer pareil avec Zambie. C'est le premier match, après on verra. Il reste 4 matchs derrière. Le MENA qui a certes été battu, mais le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à encourager les joueurs du MENA pour la suite de la compétition. Écoutons le ministre des Sports. Nous avons tous observé comment le match s'est déroulé. Les jeunes n'ont pas démérité. Il y a eu un problème de placement. Le gardien a repoussé 2 fois la balle, mais l'axe central n'était pas en place pour pouvoir dégager la balle. Et ma foi, les attaquants ont eu le temps de mettre la balle dans le filet par 2 fois. Ils ont eu 3 occasions, ils ont marqué les 3 occasions. Nous avons appris le score de la Zambie contre le Mozambique, 0-0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en retard d'1 point. Alors, je leur ai dit de garder leur morale haut et de partir conquérir la victoire ailleurs. Si nous avons perdu chez nous, pourquoi ne pourrons-nous pas gagner ailleurs? Voilà ce que j'ai dit et je les ai rassurés que le premier capitaine de l'équipe, qui est le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, son chef de gouvernement et tout le gouvernement ainsi que tout le peuple nigérien, nous ne sommes qu'à notre premier match, nous comptons sur eux et qu'ils ont notre soutien. Le MENA national qui quitte Niamey ce soir pour Maputo au Mozambique pour la 2e journée de ces éliminatoires m'a soufflé tout à l'heure Ibrahim Tikiré. Sport toujours, hier soir à la piscine olympique d'État s'est achevé un stage de secourisme et de sauvetage en milieu aquatique niveau 1 et 2. Une formation spécialisée à caractère sécuritaire et sportif, nous rapporte Biba Dangoringo et Sadoudoumi. 2 catégories de stagiaires ont participé à ce stage organisé par la Piscina Olympica d'État, une session de formation axée sur le sécurisme et le sauvetage. Tout d'abord, le personnel de la piscine olympique pour son ardeur sans relâche au travail. Les médias pour leur présence massive à toutes les activités de la piscine olympique. Ensuite, aux experts de la protection civile pour leur pragmatisme, leur savoir-faire et l'intérêt que cela a suscité pour leurs responsables. Les experts de natation qui n'ont ménagé aucun effort pour s'accorder avec minutie aux exigences qu'une telle formation suscite. Les autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports pour leur implication réelle pour permettre aux Nigériens d'accéder à cette formation spécialisée à caractère sécuritaire et sportif.
les stagiaires pour leur assiduité et l'intention qu'ils ont prêtée tout au long des pratiques de sauvetage et de secours. Je gage que les techniques apprises seront utilisées à bon escient avec professionnalisme et engagement. Je rappelle qu'au cours de cette session, nous avons eu les résultats suivants. Au niveau 1, sur un total de 20 stagiaires, 18 sont admis au brevet de secourisme et de sauvetage en milieu aquatique et 2 reviennent l'année prochaine. Au niveau 2, sur un total de 18 stagiaires, 15 sont admis au brevet de secourisme et de sauvetage en milieu aquatique. Le président de la Fédération nigérienne de natation a apprécié l'initiative de la piscine olympique d'État. Je voulais saisir cette opportunité tout d'abord pour remercier effectivement la direction de la protection civile ainsi que la direction de la piscine olympique d'État qui, pour une deuxième expérience, ont renforcé les capacités de nos athlètes et de nos forces de défense et de sécurité en matière de secourisme et également en matière de sauvetage, surtout. C'est tout un plaisir pour nous, en tout cas, Fédération de sport nautique, de voir, comme on le dit souvent, de joindre l'utile à l'agréable, de voir que quelque part nous arrivons vers l'atteinte de certains de nos objectifs qui consiste à faire en sorte que un maillon important de notre population, notamment les forces de défense et de sécurité, puissent véritablement pratiquer la natation qui est un sport indispensable pour leur métier. Les stagiaires ont reçu des attestations de stage de la part des organisateurs qui ont aussi décerné des témoignages de satisfaction à des médias publics et privés de la place. Une distinction pour leur appui permanent au développement de la natation au Niger. Au point de contrôle ukrainien de Mariupol, le calme est revenu. Mais à côté des soldats en patrouille, les traces des combats de la nuit sont encore visibles. Ce camion est complètement détruit. Plusieurs bâtiments ont été endommagés par des tirs. D'après les habitants, les séparatistes ont attaqué ce poste tenu par des soldats loyalistes samedi dans la soirée. À partir de 22h30, ils ont commencé à tirer très fort près d'ici, à Vostochny. Les fenêtres vibraient, ça a déclenché les alarmes de voitures. C'était comme des feux d'artifice, mais 300 fois plus fort. À Donetsk, toujours aux mains des séparatistes, des explosions ont également retenti dans la matinée. Des détonations ont été entendues aux abords de l'aéroport, contrôlé lui par les forces gouvernementales. Tout près d'ici à Spartak, des habitants ont pris la fuite, laissant derrière eux des maisons en feu. Ceux qui sont restés mettent en cause l'armée. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce gouvernement. Je ne sais pas comment les appeler. Ce sont des barbares. Des incidents qui fragilisent la trêve, mais qui n'ont malgré tout pas réussi à briser le cessez-le-feu conclu vendredi. Révélation et polémique en France où un ex-otage en Syrie, un journaliste reconnaît Mehdi Noumouche comme l'un de ses geôliers. Une information qui aurait dû être au seul service de la justice et de l'enquête, déclare un autre ex-otage qui juge irresponsable la révélation. Et la polémique enfle. Voyons cela de plus près. Ces journalistes ne rendront public aucune information concernant leur geôlier, notamment qu'un Français existait parmi eux. L'information restera secrète jusqu'à hier. Seule la justice française sera tenue au courant. À partir du moment où Le Monde l'a rendu public, comme je suis pas seulement victime mais également journaliste, il m'a semblé nécessaire de sortir de cette réserve et de porter un certain nombre d'éléments à la connaissance du public. Ce pacte n'est pas brisé. L'information n'est plus secrète. Un point de vue que ne partage pas l'autre ex-otage Didier François. Selon lui, le rôle joué par Mehdi Noumouche durant leur détention n'aurait jamais dû être divulgué au public. Cette révélation est irresponsable. Cela pose un véritable problème pour l'enquête en cours, pour les témoins et pour les otages restés là-bas.
La révélation sur Médine et Mouche risque-t-elle alors de provoquer un préjudice pour les otages occidentaux qui restent en Syrie? Les renseignements français savent qu'ils ont affaire à des preneurs d'otages au comportement imprévisible, en particulier ces djihadistes issus de pays européens. Ils ont une haine encore plus grande puisqu'ils connaissent les détails de leur pays, ils connaissent les enjeux, les débats qui sont en train de se dérouler et la plupart du temps ils sont encore plus virulents que des geôliers ou des tortionnaires locaux. Selon les services de renseignement, il y a actuellement 500 combattants français en Syrie et en Irak et une vingtaine d'otages occidentaux entre les mains des djihadistes. Fin de ce journal, merci à vous tous qui nous suivez partout ailleurs. Au revoir.